Je suis Anne Pioz, psychothérapeute, et je vous accompagne à retrouver une relation sereine et intuitive avec votre alimentation. La pleine conscience du pouvoir est un podcast qui vous accompagne à reprendre le pouvoir dans votre relation avec la nourriture, à sortir des injonctions de la culture des régimes et à ne plus vous sentir seul avec tout ça. Dans ce podcast, je partage des outils, des réflexions. Je vous parle aussi de pleine conscience et d'introduire dans votre quotidien plus d'observation de votre propre fonctionnement. Je vous propose également des témoignages de femmes et d'hommes qui vivent ou ont vécu un trouble du comportement alimentaire ou une relation compliquée avec leur alimentation. Leurs témoignages vous permettront, je l'espère, de réaliser que nous sommes nombreux à nous retrouver pris au piège de cette relation toxique. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La pleine conscience du pouvoir. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Alizée Perrin, sophrologue spécialisée dans l'accompagnement des troubles alimentaires. Alizée, vous la connaissez déjà puisque nous avions échangé ensemble autour de son histoire dans l'épisode 38 du podcast. Et aujourd'hui, c'est la professionnelle que je reçois. J'ai hâte d'échanger à nouveau avec elle sur l'accompagnement de nos clients et clientes. Travailler avec des approches complémentaires est pour moi indispensable dans ce travail, comme nous l'avions également vu avec Clémence, psychomotricienne, dans l'épisode 59. La sophrologie et les TCA, pourquoi, comment, pour qui? Voici un bref aperçu des points que nous allons aborder ensemble. Bonjour Alizée. Bonjour Anne. Est-ce que cette petite présentation là succincte te convient ou est-ce que tu as des choses à ajouter? Non, écoute, je suis ravie d'être invitée pour ce nouvel épisode. Et effectivement, j'ai hâte en fait de pouvoir expliquer un petit peu comment fonctionne la sophrologie, c'est une question en fait qu'on me pose souvent. Pourquoi, comment ça peut être utilisé dans le cadre de troubles alimentaires ou même sans aller jusqu'à des troubles alimentaires, simplement une relation négative, impulsive par exemple, avec la nourriture. Donc voilà, j'ai hâte. Nous y sommes, c'est parti. Est-ce que pour commencer, tu voudrais bien nous expliquer d'une manière générale ce qu'est la sophrologie? Parce que peut-être que toutes les personnes qui nous écoutent ne connaissent pas cette approche. Oui, effectivement, c'est aussi une question que j'ai beaucoup du coup. La sophrologie, en fait, c'est une méthode psychocorporelle. Donc, il faut savoir que ça fait partie des médecines alternatives ou médecine douce, comme on dit. C'est aussi considéré comme une thérapie brève, c'est-à-dire que ça va se faire sur un temps assez court, plusieurs semaines ou plusieurs mois. Mais en tout cas, c'est délimité en général. Et c'est une méthode psychocorporelle, c'est-à-dire que on va aller utiliser des mouvements du corps, la respiration contrôlée et les techniques de visualisation. Tout ça dans le but de, en fait, mettre la personne en état de conscience modifié. Un état de conscience modifié qui ressemble un peu à ce moment où on est presque endormi. Mais pas vraiment. Et en fait, c'est un moment qu'on recherche, en sophrologie en tout cas, parce que c'est un moment où la personne va avoir moins de barrières, moins de filtres, et donc elle sera plus apte à aller chercher des petits mécanismes de fonctionnement, à aller creuser des petites problématiques, des petits schémas, quoi. Voilà, donc ça sert à ça précisément la sophrologie. Et comment ça fonctionne? C'est vraiment avec différents types d'exercices. Donc il y a les exercices dynamiques, qui sont les exercices où on fait des mouvements du corps assez simples, assez doux, qui s'inspirent un peu du yoga, mais sauf que c'est pas du tout sportif. C'est accessible à tout le monde. Et une respiration contrôlée en même temps, ça peut être des apnées, des relâchements. En tout cas, la respiration est souvent amplifiée. Donc les exercices dynamiques, ils ont chacun une intention, une thématique. Et moi, j'utilise beaucoup, par exemple, ces exercices-là pour... par exemple, se connecter au geste de manger, avec les mains, la bouche, les sens, etc. Ça, c'est juste un exemple, mais il y en a plein d'autres. Et puis ensuite, il y a la visualisation, où là, c'est un exercice où on s'allonge. On s'allonge, on ferme les yeux, la personne écoute ma voix, et là, c'est vraiment moi qui guide la personne dans un état de relaxation profonde, tout d'abord, pour qu'elle aille dans cet état de conscience modifié que je décrivais. Et là, après, ça dépend vraiment de la thématique qui est abordée pendant la séance. Encore une fois, si c'est la thématique des sensations alimentaires, on va y revenir pendant l'épisode, ça va être une visualisation qui peut être axée sur
le fonctionnement du corps, de la régulation. Si la personne est déconnectée de ses sensations, on va travailler là-dessus. Ça peut durer 20 minutes, par exemple. Oui. Et c'est un moment, en fait, où on est complètement déposé dans une sorte de nuage. Ça fait envie, dis-moi. Ça, c'est tentant de tenter cette expérience. Et quelle différence tu fais avec l'hypnose? Tu sais, cet état de conscience modifié, ça me faisait penser aussi à l'hypnose, alors que j'ai déjà expérimenté moi-même la sophrologie et jamais l'hypnose. Donc, voilà, c'est un peu empirique, ma façon de présenter les choses. Mais quelle différence tu ferais? La différence, en fait, c'est qu'en sophrologie, on travaille plus sur la conscience. L'hypnose, c'est l'inconscient. Exact. Et en fait, l'hypnose aussi, je trouve que la manière d'amener et de guider en tant que hypnothérapeute, c'est pas pareil. Je trouve que c'est beaucoup plus guidé que la sophrologie, où la sophrologie, on laisse beaucoup de pauses assez longues pour que la personne laisse parler son imagination. La personne est plus libre dans une visu de sophrologie. En tout cas, c'est ce que j'ai pu noter. Oui. Voilà. Ok. Et alors encore une fois, d'une manière générale, à quel type de symptômes, de problématiques la sophrologie s'adresse? Alors ça peut être plein de choses en fait. Il faut savoir que la sophrologie, voilà, ça peut être une béquille, un ensemble d'outils. Le but principal déjà, je dirais, c'est acquérir une mentalité adaptative et sereine face aux aléas du quotidien. Et après, il y a plein de spécialisations. Ça peut aider pour les personnes qui souffrent de stress chronique et d'anxiété, de troubles, voire de troubles anxieux. De phobies, de troubles du sommeil. C'est beaucoup utilisé aussi évidemment dans la préparation à l'accouchement, donc pour aussi soulager les petits symptômes de la grossesse. Ça peut être utilisé pour les personnes sportive, voilà, ou pour préparer un événement, un concours. Oui, moi j'avais expérimenté ça, une préparation pour une audition, et ça avait super bien fonctionné. C'était extraordinaire, j'avais trouvé. Ouais. Et oui, parce que non seulement pendant la séance que tu fais, forcément ça te détend, tu te sens mieux juste après, mais tu vois aussi des outils, des exercices dont tu peux te resservir. C'est un peu ça le but, en fait. Oui. Et du coup, ça sert aussi dans la relation à l'alimentation. Oui. Et même l'image corporelle, donc la relation qu'on a avec le corps, la façon dont on le perçoit. Et pareil, là, c'est en séance, on prend conscience de certaines choses. Et puis après, ça s'applique au quotidien et on peut réutiliser des outils. Et voilà, le but, c'est de changer, évidemment, sur le long terme, des mécanismes du quotidien qui génèrent de la souffrance. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a amené alors toi à te spécialiser, parce que donc tu t'es spécialisée vraiment autour du comportement alimentaire. Est-ce que c'est, alors voilà, si on réécoute l'épisode 38 où tu nous avais raconté ton histoire, j'imagine que c'est peut-être ton parcours personnel qui t'a amené ou pas. Oui. Ah bah oui, totalement. C'est alors déjà la sophrologie, c'est venu assez naturellement quand j'ai fait ma reconversion professionnelle. Et puis ensuite, petit à petit, je me suis dirigée effectivement vers cette spécialisation parce que pour moi, c'était encore une fois naturel J'avais envie d'aider d'autres personnes sur ce chemin-là, à ma façon, et en complément bien sûr d'autres disciplines. Ça, je me suis rendu compte à quel point c'était multidisciplinaire, ces accompagnements-là. Et je trouvais ça fascinant, complexe. Et j'avais aussi, et c'est ce que j'adore en fait dans ce que je fais, c'est la connexion avec les personnes et puis recueillir chaque histoire qui est complètement unique. En fait, ça a quelque chose de beau, même si c'est parfois des histoires très chargées. C'est parfois pas facile, assez lourd même, je dirais. Mais voilà, c'est vraiment ce qui me plaît et ce qui m'a attirée, je pense aussi vers ce métier. Et puis forcément, je pense que quand on sort de là, des TCA, de la culture des régimes, on a un petit côté, un léger côté militant / cette envie d'aider que je décris un peu. Je pense que ça m'a motivée aussi à faire ce que je fais aujourd'hui, clairement. Mais oui. Alors, la sophrologie et le comportement alimentaire. Comment, tu nous en as un petit peu parlé dans la manière générale, mais il y a le travail sur le corps, il y a le travail sur les gestes. Tu disais, raconte-nous plus la façon dont tu accompagnes les personnes. Oui, alors effectivement, il y a plein d'axes de travail. Ça dépendra vraiment de ce que, bien sûr, la personne va me dire à la première consultation qu'on fait, où là, c'est vraiment un bilan général.
pour que moi, après, je m'adapte. Mais en général, il y a plusieurs axes qui ressortent souvent. Donc, je parlais effectivement tout à l'heure de acquérir de la conscience dans le geste de manger. C'est-à-dire que on va aller travailler sur ralentir, à créer un moment, en fait, de réflexion avant et pendant qu'on mange. Ça, c'est surtout pour les personnes qui viennent me voir avec des problèmes de compulsion ou juste une impulsivité alimentaire, voilà, l'impression de perte de contrôle, etc., qu'on peut avoir lors des compulsions. C'est là où la sophrologie, elle peut agir et compléter d'autres disciplines, c'est qu'on va vraiment aller redonner un petit peu de... Voilà, décomposer un peu ce geste quand on mange, s'y reconnecter. Voilà. Il y a également, du coup, un travail sur les sensations. Donc là, c'est vraiment retrouver une connexion et surtout respecter, en fait, les sensations alimentaires, donc la faim... la satiété, je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui les écoutent mais qui les respectent pas, qui n'y répondent pas en fait. Oui, c'est souvent à cet endroit-là, je sais pas si c'est là le plus compliqué, mais en tout cas c'est dans cet espace-là en fait, entre le moment où les sensations reviennent, enfin on les réapprivoise, mais après les suivre, c'est encore une autre étape effectivement. Oui, c'est ça. Et je trouve qu'il y a 2 étapes à distinguer. Et voilà, souvent, on essaie de débloquer à l'étape 2. Et parfois, il n'y a même pas à l'étape 1. C'est-à-dire que parfois, il n'y a aucune connexion aux sensations. Elles sont complètement ignorées. Voire, la personne ne sait même pas ce que c'est la faim ou dans son corps. Ou la satisfaction, au contraire, à la fin du repas, quoi. Donc voilà. Et puis, il y a un vrai réapprentissage de tout ça. Parce que il y a souvent cette croyance aussi que, si je mange alors que j'ai pas faim, ça veut dire que c'est de la gourmandise, c'est pas bien. Et donc là, il y a aussi un petit peu de réapprentissage de qu'est-ce que c'est que la sensation de rassasiement à la fin d'un repas. Et en fait, c'est totalement normal. Et puis, avec la sophro, du coup, on essaye, pendant les visualisations notamment, de se la réapproprier, de normaliser le plaisir. C'est-à-dire, de le rendre légitime, quoi. Le plaisir, la satisfaction. Puis de se rendre compte de comment on se sent dans le corps quand on est vraiment satisfaite ou satisfait après un repas. Oui. Voilà. Et du coup, si je comprends bien, quand tu parles de visualisation, c'est de se remettre en fait par l'imagination, par la visualisation, dans ces sensations-là, en fait. C'est ça ? Ça peut être ça, effectivement. La visualisation, elle peut, par exemple, ça peut être un souvenir d'un repas ou juste s'imaginer pendant un repas, en fait. Faire certains gestes, etc. Soit on revit des souvenirs, soit on s'imagine, soit on se projette aussi dans le futur. En sophro, il y a vraiment cette notion de passé, présent, futur. Du coup, on peut travailler sur plein de choses. Et en général, on essaie de faire un truc un peu chronologique. Et du coup, en plus de ce travail-là, alors il y a plein d'autres choses, mais il y a surtout aussi, peut-être même avant ce travail d'écoute des sensations, souvent la personne peut avoir un blocage, parce que un blocage à cause de toutes les pensées de contrôle qu'elle peut avoir, des résidus des précédents régimes ou des troubles alimentaires avec lesquels la personne a un passif. Donc là, on va aller, et ça c'est vraiment le cœur de la sophro pour toutes les problématiques, même en dehors de l'alimentation, c'est prendre du recul, prendre de la distance avec ses pensées. Oui, donc il y a aussi ce travail sur les pensées, sur la restriction cognitive, finalement, pour ce qui nous intéresse là. Hein. Et dans un processus d'éloignement, de prise de recul, de distance, en fait. C'est ça, non seulement, en fait, quand je dis prise de distance, c'est effectivement prendre du recul par rapport déjà rien qu'au jugement qu'on peut avoir à l'intérieur de soi. Quand on est en restriction, quand on catégorise les aliments, ça c'est bien, ça c'est pas bien, etc. Donc prendre du recul et se dire, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que voilà, c'est vraiment le cas ? Est-ce que ça va me faire du bien ? Voilà. Et puis commencer à déconstruire justement ce classement en fait dans notre tête. Voilà. Ça c'est une part. Et puis en dehors de ce qui se passe en séance où on essaye d'aller faire le tri dans toutes ces pensées et ces règles, et puis d'assouplir et d'apporter une forme d'apaisement, il y a aussi les exercices que je peux donner en dehors pour compléter. Oui, tu donnes des devoirs alors. Ouais, c'est ça, je donne des petits devoirs, je trouve ça nécessaire. Quoi. Mais c'est oui, vraiment, pour entraîner ces habiletés-là aussi. C'est ça. Oui. Tout se complète en fait. La séance va compléter les exercices qui ont été faits avant. Les exercices que je donne vont aller compléter ce qu'on a fait en séance. Et ça va être en général des exercices pratiques avec la nourriture ou écrits.
Je donne beaucoup d'écriture thérapeutique. Oui. Moi, ce que je conseille toujours, d'ailleurs, même en dehors de ma spécialisation en alimentation, c'est d'écrire, en fait. D'écrire. Ouais. Tout ce tous les jours, de tenir un petit journal des ressentis, de comment ça s'est passé. Tout simplement. Oui, moi aussi j'aime bien proposer aux personnes que j'accompagne et en particulier dans la relation avec l'alimentation de faire comme un journal de bord ou en tout cas un journal de pensée, de prendre des notes, de documenter aussi l'avancée. Et j'aime bien quand tu parles de finalement ce continuum entre les séances, les exercices, le vécu de ces exercices qui revient en séance et du coup qui permet de continuer d'avancer, de proposer d'autres expériences à vivre, etc. Et je trouve que c'est important aussi l'implication que chacun et chacune va mettre dans cet accompagnement, que c'est pas une baguette magique, que je sais plus si tu le disais au début de l'épisode ou si on en a parlé avant ou si c'est une autre pensée de quelqu'un d'autre qui me vient, mais bref, que voilà, ça va vraiment être ce continuum-là et cette implication-là dans ce processus et dans ces expériences. Et là, on se rejoint aussi beaucoup dans l'expérience, faire des expériences qui va permettre en fait de voir ce processus avancer. Oui. Totalement d'accord aussi avec le fait qu'il n'y a pas de méthode miracle et c'est un ensemble de plusieurs pièces de puzzle, j'ai envie de dire. Et d'ailleurs, j'aurais peut-être dû commencer par cette question, mais c'est pas grave, on va la poser maintenant. Quel type de personnes arrive jusqu'à toi ? Est-ce que c'est des problématiques qui se ressemblent ? Est-ce que c'est très varié ? Est-ce qu'il y a un type particulier de trouble des conduites alimentaires que tu accompagnes ou pas ? Il y a des choses qui se ressemblent, dans les profils en tout cas de personnes qui viennent me voir, et d'autres qui n'ont rien à voir. Mais en tout cas, en général, j'ai des personnes qui viennent me voir pour des compulsions. De l'hyperphagie, voire de la boulimie. Mais dans le cas de tout ce qui est hyperphagie, boulimie, il faut qu'il y ait un autre accompagnement à côté. C'est pas possible que moi seule, je prenne en charge cette personne. Que au moins qu'elle soit accompagnée par psy, diète, médecin, enfin, il faut quelque chose d'autre à côté. De pluridisciplinaire. Voilà. Et puis aussi, j'ai des personnes qui, sans être dans ces catégories-là, ont fait beaucoup de régimes, en ont marre, et décide après avoir vu plusieurs comptes de personnes qui parlent de l'alimentation intuitive, qui parlent d'une autre façon de manger beaucoup plus apaisée, qui décident de prendre ce chemin-là aussi, et qui ont des personnes qui souhaitent s'éloigner de la restriction cognitive, tout simplement. Donc voilà, j'ai un peu tous ces profils-là. Le seul profil que j'évite, sauf cas particulier, mais que je ne gère pas, c'est l'anorexie. Parce que ça, c'est un peu différent pour moi. Donc voilà. D'accord. Ok. Est-ce que ça te convient, mais en même temps, tu nous parlais d'une approche psychocorporelle, mais que finalement, la sophrologie soit un peu comme on en parlait avec Clémence sur l'épisode dans la psychomotricité, l'approche plus corporelle qui va venir compléter quand on travaille ensemble, par exemple, avec une même personne, la sphère plus psychologique. C'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé jusqu'à présent dans l'épisode, en tout cas quand on évoquait les différents aspects qu'on pouvait travailler avec la sophrologie, mais évidemment c'est très 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 lié au corps. Je parlais pas mal du geste de manger, mais clairement il n'y a pas que ça, il y a la façon dont on perçoit le corps à l'intérieur, je parlais des sensations, à l'extérieur, l'apparence. Mais même il y a un travail sur même la densité, le volume, le poids du corps. Et puis un gros travail, ça je le retrouve chez quasiment toutes les personnes que j'accompagne, pour les aider à prendre leur place dans l'espace. Je me retrouve avec des personnes qui ont peur de prendre leur place, qui ont peur d'être elles-mêmes. Et ça se traduit beaucoup par une peur de grossir d'ailleurs, tout le temps. Parce que sinon je vais être rejetée, je vais pas être aimée. Si j'exprime mon avis ou mes émotions, je prends trop de place, je suis trop, etc. Souvent, cette notion de trop, et je vais me réduire le plus possible. Et moi, j'adore travailler sur ça avec plein d'exercices qui impliquent des étirements, on se déploie, on fait des grands gestes avec les bras, etc. On va aller prendre de la place dans l'espace, se créer une bulle aussi... un bel espace pour évoluer librement dans sa relation à l'alimentation. Il y a tout un travail sur le corps,
la libération, en fait, du corps dans le mouvement, dans l'espace. Voilà. J'avais vraiment cette vision d'un corps qui serait tout ratatiné, triqué, tu sais, serré comme ça, et qui peut du coup se déployer en fait, et oser. Tu parlais de prendre sa place, de se déployer, d'être au monde. Et ça me parle beaucoup aussi, ce que tu dis, du ressenti intérieur de son corps. Je ne sais pas si c'est compréhensible pour les personnes qui nous écoutent, mais... comment on pourrait l'expliquer ? Enfin, peut-être c'est clair, cette histoire de ressenti intérieur, mais c'est de sentir l'existence de la chair. Enfin, je ne sais pas comment dire ça. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, je vois totalement. Et nous, en tout cas, je pense que tu en as entendu parler, c'est l'interoception. Oui. On en parle beaucoup. Oui. Donc, ressentir déjà comment fonctionne... on commence par le cœur, la respiration, puis après ça peut aller beaucoup plus loin, certains tissus, etc., certains organes même. Et oui, ressentir vraiment la densité du corps, c'est quelque chose qui est pas forcément évident pour tout le monde, je veux dire. Mais non. Il y a des personnes qui arrivent plus ou moins que d'autres, et du coup c'est un vrai gros travail. Et puis on part souvent de l'intérieur du corps, et puis on fait ce travail à l'intérieur, et après hop, on passe à l'extérieur progressivement, et à cette fameuse ouverture. Et ça part même carrément sur un travail sur l'identité, puisque comme on le sait, quand on a des TCA ou une relation troublée à l'alimentation, c'est beaucoup lié à l'identité, au fait qu'on essaye de donner une image de soi parfaite, contrôlée. Je retrouve souvent ça dans les profils que j'accompagne. Devant les autres, je dois être parfaite ou parfait. Je dois manger super healthy. Voilà, je dois pas dépasser en fait. Oui, donc quelque chose de très rigide, et c'est vraiment ce travail qu'on fait l'une comme l'autre sur la flexibilité. Et du coup, j'entends qu'on aborde différentes choses en commun. Et finalement, ce serait quoi la différence entre nos travails respectifs, ou ce serait quoi les limites finalement de l'une ou l'autre des approches d'ailleurs, À quel moment la sophrologie va avoir besoin de la psychologie ou de la psychothérapie ? À quel moment la psychothérapie va avoir besoin de la sophrologie ? Enfin, les personnes, on a compris ce que je voulais dire. Voilà, comment tu verrais ça ? La différence, par exemple, en tout cas entre sophro et psycho, évidemment, c'est qu'il n'y a pas du tout déjà les mêmes... il y a des outils, effectivement, qui sont en commun. Je pense que aussi l'approche, elle est commune. Je veux dire, aborder la restriction cognitive, les sensations, l'identité, toutes ces questions-là. C'est juste les outils qui sont utilisés ne sont pas les mêmes. Également, je pense que quand on est face à un psychologue ou une psychologue, je pense qu'il y a, même s'il y a des exercices, mais il y a davantage de dialogue. Je pense que la psychologue, elle est là pour... tu me confirmeras, si tu me dis si je me trompe, mais il ou elle est là pour amener des pistes de réflexion, pour à l'aide de questions. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. À l'aide de questions, tu vas amener la personne à prendre conscience. Moi, j'amène la personne à prendre conscience de ces différentes problématiques, de ces différents mécanismes, avec la visualisation ou éventuellement des écritures ou des expériences que je donne à côté. Mais en tout cas, en termes de sophro pur, c'est les exercices et la visualisation, et en leur demandant de décrire leurs ressentis. Puis petit à petit, quand ils les décrivent, ils se rendent compte que en fait, quand tu m'as dit ça pendant la visualisation, j'ai compris ce truc-là, etc. Le but est le même, c'est avoir des prises de conscience. Pour moi, c'est ça. Et parce que je pense que déjà, si la personne ne prend pas conscience par elle-même de certaines choses, ça n'avance pas. Ben non. Donc voilà, le but, c'est de la faire avancer comme ça, mais c'est juste les outils, les moyens qui sont différents. Et tu me demandais comment ça se complète. Ça dépend des besoins de la personne. Moi, des fois, je sens que la personne a davantage besoin de dialogue et de plus une approche basée sur... le comportement, je sais pas comment expliquer, mais juste je sens que l'approche de la sophro, c'est pas ce dont elle a besoin pour le moment. Et inversement, des fois, j'ai des personnes qui arrivent et qui me disent j'ai vu une super psy ou un super psy, j'ai avancé sur certains trucs, mais en fait, j'ai besoin d'autre chose, d'une autre approche, d'un autre point de vue.
et le fait de se concentrer vraiment sur le corps, etc., c'est ce dont j'ai besoin. C'est ça. Voilà, donc mais franchement, c'est au cas par cas, en fait. Oui, moi, je vois vraiment cette spécificité dans ton travail de passer par le corps, en fait, à chaque fois, que ce soit dans l'écriture, enfin, ça passe par le corps aussi, dans le geste, les sensations, le mouvement, la visualisation qui va ramener des sensations. C'est vraiment très corporel, tu vois. J'avais pas conscience de ça. Ce que je fais, c'est une concrétisation de beaucoup de choses qui peuvent être perçues, discutées et en tout cas dans la tête bien cernées. Souvent, la personne, elle arrive, elle me dit, mais je sais, en fait, ce que je devrais faire, etc. J'ai pris conscience de certains trucs, mais j'arrive pas à appliquer ça dans mon quotidien, ma façon de manger. Et effectivement, en fait, ce que je constate, c'est quand on fait les exercices dynamiques, c'est assez flagrant, mais il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à retenir et à relâcher leur respiration, juste ça, ou à bouger le corps, à faire des rotations, etc., qui sont pas à l'aise et qui, au fur et à mesure, libèrent le mouvement de leur corps. C'est une façon, je trouve, ça passe par le corps, mais c'est une façon aussi de libérer son être entier, vraiment, de quelque chose, quoi, de débloquer des trucs profondément ancrés. Je suis vraiment avec ce que doivent te dire aussi les personnes que tu accompagnes, qui très souvent se décrivent comme étant coupées, en fait, au niveau du cou. C'est-à-dire qu'il y a la tête et il y a le corps à côté et il y a une coupure totale, en fait. Et là, j'entends vraiment une approche qui travaille aussi à réaligner les deux, à sortir de la tête. Et dans les troubles des conduites alimentaires, Dieu sait que nous pouvons être beaucoup dans la tête. Et du coup, redescendre, en fait. Redescendre dans le corps, redescendre dans les sensations. Et qu'est-ce qui... D'ailleurs, je rajouterais juste que sophrologie, ça veut dire harmonisation du corps et de l'esprit. Ah bah voilà. Donc, voilà. J'aurais dû le dire au début d'ailleurs, mais... Et oui. Et alors, tu nous disais tout à l'heure que tu n'accompagnais pas les personnes qui souffrent d'anorexie mentale. C'est un choix personnel ou est-ce que c'est une limite de l'approche ? J'y pense là parce qu'on retrouve beaucoup aussi cette coupure chez les personnes qui souffrent d'anorexie entre le mental et le corps. C'est à la fois un choix de spécialisation. Oui. Je trouve que bien sûr, il y a des similitudes entre anorexie, boulimie. Il y a en tout cas la peur très forte de grossir qui est là. Voilà. Mais c'est juste que en fait, non seulement j'ai voulu me spécialiser dans tout ce que je connaissais aussi moi de mon expérience. Puis les formations que j'ai faites, elles se spécialisaient aussi surtout sur l'hyperphagie, les compulsions. Donc c'est déjà beaucoup, cela dit. Voilà, ça fait déjà pas mal, c'est clair. Et personnellement, je trouve que l'anorexie, c'est vraiment différent dans les mécanismes de pensée. Je trouve qu'il y a vraiment une nette différence. Et j'avais déjà eu par le passé du coup des clientes avec ce profil-là, sur lesquelles je pouvais travailler sur certaines choses. Mais il y avait plein de choses qui finalement nécessitaient une autre approche. Et je sentais qu'il y avait beaucoup de limites. Donc voilà, j'ai décidé de pas me spécialiser là-dedans tout simplement, de renvoyer vers des personnes spécialisées. C'est un choix. Oui, ça ne veut pas dire que la sophrologie ne peut pas accompagner ce trouble-là. Ok. Non, pas du tout, bien sûr. Je pense que ça peut être au contraire hyper bénéfique, hyper utile, surtout dans... comme c'est des personnes souvent dans un contrôle de tout en fait, enfin je pense que là la sophro ça peut apporter un lâcher prise. Après encore faut-il qu'elle soit prête à le faire, ce lâcher prise. Bien sûr. Voilà. Est-ce que tu voudrais bien, tu l'as évoqué aussi un petit peu, mais nous parler des limites finalement de ce travail en sophrologie, s'il y en a d'ailleurs. Bien sûr, alors déjà les limites les plus évidentes, mais on les rappelle parce que en fait, il y a des personnes qui savent pas forcément. Mais évidemment, la sophro, on ne donne pas de conseils diététiques, nutritionnels, pas d'avis médical sur quoi que ce soit, pas de compléments alimentaires. Enfin voilà, rien de tout ça, sauf si bien sûr la personne a suivi une formation qui lui permet d'être légitime. Voilà. Bien sûr, si on peut être médecin et sophrologue, j'en sais rien, mais ça existe, naturopathe et sophrologue aussi. Voilà. Juste, il y a ces limites-là. Et ensuite, la sophrologie n'est pas quelque chose d'ésotérique ou de, je sais pas comment dire, de spirituel. C'est pas non plus, pour moi en tout cas, c'est pas lié non plus à tous les
préceptes du développement personnel qu'on peut lire aujourd'hui sur la pensée positive, etc. Bien sûr, j'utilise les affirmations positives, c'est pas tout à fait la même chose pour moi. Oui. Par contre, jamais j'irais dire se vider la tête, etc. J'ai du mal à formuler ma pensée, mais la sophrologie, c'est quelque chose. Et le développement personnel, c'est autre chose, en fait. Complètement. Et tout ce qui touche à la spiritualité, etc. La sophrologie, ce n'est pas utiliser la lithothérapie ou des instruments de musique ou je sais pas. Enfin, voilà, il y a cette limite-là aussi qu'il faut bien définir. Je pense qu'il y a pas mal de dérives. Et pour moi, c'est très important là de rappeler que normalement, à la base, la sophrologie, c'était utilisé que par des médecins. Et ça s'est démocratisé après et on a pu être autorisé à se former même sans être médecin. Mais à la base, c'était quand même que les médecins qui pouvaient le faire. Cette dernière décennie, il y a eu pas mal de dérives. Un peu dans sophrologie, alors. Ouais. C'est ça, ouais. Donc c'était ça un peu les limites pour moi les plus importantes à rappeler. Après, en termes de... Vraiment, en tant que personne qui va aller prendre son rendez-vous avec... une sophrologue ou un sophrologue, bien sûr, comme on le disait déjà tout à l'heure, là où le sophrologue n'est pas psychologue ni médecin. Bien sûr, j'accueille tout ce qu'on me dit. Au bout d'un moment, il y a des limites aussi. Et quand je sens que la personne, elle attend de moi une forme de je sais pas, une répartie, quelque chose, une piste de réflexion, quelque chose... que je rebondisse en fait sur quelque chose. Mais voilà, je ne suis pas psychologue. Donc voilà la limite aussi, quoi. Et c'est important que tu le rappelles ici. Et ce que j'entends, c'est que finalement ton éthique fait que tu vas tout de suite aussi, face aux personnes que tu reçois, être clair sur tes limites et jusqu'où tu peux aller, ce que tu es, ce que tu n'es pas. Comme tu le disais juste avant, tu ne vas pas donner de conseils nutritionnels ou de conseils au niveau médical ou psychologique. Et que c'est important d'être dans cette éthique-là, dans cette déontologie-là, non seulement là d'une manière générale comme tu nous le dis, mais vis-à-vis de tes clients et clientes aussi. Je suis en train de voir, Alizée, on arrive bientôt à la fin de notre entretien pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y aurait des choses que tu souhaiterais encore partager, dont on n'a pas encore parlé, qui te semblent importantes ? Ce que j'ai envie de rajouter, et c'est ce que je dis bien souvent en fait sur mon compte ou à mes clientes, c'est de pas hésiter à demander de l'aide, à tester plusieurs approches, plusieurs points de vue. C'est pas parce que on a été voir un professionnel ou une professionnelle dans tel domaine et que ça n'a pas... il n'y a pas de ça fonctionne ou ça fonctionne pas. C'est ça m'apporte quelque chose dans cette problématique-là précise. Par contre, il y a cette autre problématique-là, elle n'a pas encore été traitée et il va peut-être me falloir un autre point de vue. Et ça, c'est quelque chose que je voyais pas quand j'étais dans ma boulimie, mon hyperphagie. C'est pour moi, en fait, il fallait que je trouve le truc unique qui allait tout résoudre d'un coup. Oui, c'est ça. Non. Non, il faut tester, c'est un processus, il faut se faire confiance. Et puis, c'est normal, en fait, des fois, on progresse. Et puis finalement, des fois, on retombe un petit peu dans un ancien schéma. On repasse un petit peu par les anciens schémas, donc potentiellement les compulsions, par exemple, si c'est ça la problématique. Et puis hop, on refait un pas en avant. Et voilà, et c'est en dents de scie un peu, c'est pas forcément linéaire. Donc ça, c'est quelque chose, je le répéterai jamais assez. C'est normal. Mais oui, tu as vraiment raison de le rappeler. C'est très très important. De même que parfois des personnes pensent qu'ils sont allés voir un ou une psychothérapeute ou un ou une psychologue et ça n'a pas accroché, ça ne leur a pas apporté et du coup ils rejettent aussi en bloc l'accompagnement psychothérapeutique. Mais ça peut prendre du temps et de voir des fois plusieurs personnes avant de trouver la personne qui va nous convenir à ce moment-là aussi, parce que comme tu le disais, il peut y avoir des tranches. Moi je parle souvent de tranches de psychothérapie avec un ou une professionnelle et puis on avance sur certains points et puis après il y a peut-être besoin d'une autre approche ou d'une autre personne pour continuer à avancer sur autre chose. Donc, même si ça peut sembler coûteux en énergie et émotionnellement, de se dire, va peut-être falloir que je vois 3-4 personnes avant de trouver la bonne et qu'on peut se décourager, ça peut valoir la peine, en fait. C'est ça vaut vraiment le coup. Complètement. Voilà. Je te remercie beaucoup, Alizée, pour ce nouvel échange qu'on a eu. Où est-ce qu'on peut te retrouver et comment les personnes peuvent te contacter si elles souhaitent travailler avec toi ?
Oui, déjà merci aussi à toi. Écoute, alors il y a mon compte Instagram qui s'appelle Encore un pas, mais si on tape Alizée Perrin, on me trouve. Ou si on tape d'ailleurs sophrologue alimentation, on me trouve. D'accord. Et puis il y a mon site web alizeperrin.fr, tout simplement. Où là on peut avoir toutes les infos, les prises de rendez-vous, toute mon approche. Et voilà. Tu travailles uniquement en visio ou tu as aussi un cabinet en présentiel? Pour l'instant, toujours en visio. Ok. Voilà. Donc n'importe qui du monde entier peut venir. Ok. Et tu as aussi un podcast dont tu me disais avant qu'on enregistre que tu oubliais souvent d'en parler, mais tu as aussi un podcast. J'oublie pas, mais c'est vrai que oui, bien sûr, j'ai mon podcast avec un épisode par mois en général, soit seul, soit avec un invité, et je traite plein de sujets autour de la relation au corps et à l'alimentation. Donc voilà, mon podcast ça s'appelle aussi Encore un pas. Tout simplement. Et on le trouve sur toutes les plateformes d'écoute. Là où vous nous écoutez là tout de suite, vous pouvez aussi trouver le podcast d'Alizée Encore un pas. Voilà. Je te remercie beaucoup Alizée. Je te dis peut-être à une prochaine fois pour un nouvel épisode. Merci. Avec grand plaisir. Et comme on dit, il n'y a jamais 203. Mais oui, exactement. Passez une bonne fin de journée. Merci à vous toutes et tous d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode de La Pleine Conscience du Pouvoir.